C'est une restriction de plus, corollaire de cette décision prise il y a une semaine par les autorités de suspendre pour 90 jours les 3 principaux partis d'opposition. Les médias guinéens ont désormais l'interdiction de leur donner la parole pendant la campagne pour le référendum constitutionnel qui s'ouvre ce 31 août. Une injonction émise par la HAC, la haute autorité de la communication. Là, il faut faire attention parce que ce ne sera même plus la HAC. C'est le ministère de l'administration du territoire qui va vous attaquer. Parce qu'il a interdit et vous donnez la parole à ceux qui sont interdits. Là, pendant la période de campagne, il faut être très prudent. La HAC se défend de refuser l'accès à qui que ce soit aux médias et rappelle que la mesure concerne les partis, les structures interdites ou en conflit avec l'État, mais que les médias peuvent interviewer des individus en tant que citoyens. Pas de quoi rassurer les journalistes, puisqu'une autre décision interdit aux médias privés d'aborder la question référendaire dans les émissions interactives. Dénoncée par le syndicat de la presse professionnelle de Guinée comme une atteinte à la liberté d'expression, ce tour de vis devrait néanmoins se faire ressentir dans les rédactions qui veulent éviter d'éventuelles sanctions. Nous avons demandé à nos membres de se plier à cette restriction, puisque plus ou moins il faut le dire, ce qui ne veut pas dire qu'après cette période électorale justement de campagne, je veux dire, on ne peut pas interdire à un média par exemple de donner la parole à un parti politique qui s'est vu retirer son agrément. Du côté des politiques, parmi les premiers concernés, l'un des 3 mouvements suspendus, le Parti du Renouveau et du Progrès, le PRP, qui dénonce l'exclusion de l'opposition du débat public. Je pense que c'est la promotion, disons, comme le disent d'autres, les pensées uniques. C'est-à-dire qu'on ne veut que ceux qui sont pour le oui puissent s'exprimer, puissent faire leur promotion, mais nous qui ne sommes pas d'accord de la façon dont les choses vont et qui critiquons sont éliminés du débat politique. C'est très dommage. C'est une façon tout simplement de nous empêcher pendant ce référendum de participer au débat, d'apporter notre contribution. Alors que le texte soumis aux électeurs guinéens entretient le flou sur la possibilité pour le général Mamadi Doumbouya, à la tête du pays depuis le coup d'État en 2021, de se présenter ou non à une future élection présidentielle, l'opposition l'accuse de vouloir se maintenir au pouvoir grâce à ce référendum sur la Constitution. Un appel à manifester a été lancé pour le 5 septembre prochain. À Accra, les organisateurs voulaient donner une dimension résolument panafricaine au rassemblement. Des représentants de syndicats de travailleurs nigérians, capverdiens, zimbabwéens ou encore somaliens ont brandi sous divers slogans un même message envoyé aux instances financières et étatiques du monde entier: annuler la dette du continent. Un message porté à la tribune par le ministre ghanéen des Finances. Pourquoi les pays africains devraient-ils emprunter si cher par rapport à leurs homologues d'autres régions du monde? Pourquoi la prime de risque pour les pays africains devrait-elle être si différente de celle de l'Europe, de l'Amérique ou d'autres régions du monde? Au cours de la dernière décennie, la dette de l'Afrique a doublé. Une augmentation justifiée par la croissance démographique et les besoins en infrastructures. Mais cette dette coûte très cher. À cause du risque évalué et déterminé par les créanciers privés et les pays prêteurs, les États du continent sont soumis à des intérêts de remboursement, le service de la dette, plus élevés que leurs homologues plus riches. Une inégalité que dénoncent ces manifestants. Nous ne pouvons pas nous développer parce que lorsque nous obtenons de l'argent, nous l'utilisons pour rembourser nos dettes. Lorsque nous obtenons de l'argent, il va à ceux à qui nous devons de l'argent. Nous ne pouvons donc pas construire d'écoles. Nous ne pouvons pas subvenir aux besoins de nos enfants. Nous ne pouvons pas augmenter les salaires des travailleurs. Nous demandons simplement l'annulation de la dette mondiale des gouvernements et des pays africains. 23 pays africains consacrent ainsi aujourd'hui plus d'argent au service de la dette qu'à la santé ou à l'éducation. Et à l'échelle du continent tout entier, la dette extérieure dépasse désormais 1300 milliards de dollars. Les manifestants réunis au Ghana ont prôné un mécanisme de résolution plus équitable et plus durable qui tienne compte des difficultés des économies africaines. Pour l'heure,
l'heure, aucune information sur la nationalité des déportés n'a été communiquée, mais le gouvernement a confirmé qu'ils sont hébergés dans les locaux d'un organisme international avec la visite de l'Organisation internationale des migrations et des services sociaux rwandais. Selon Yolande Makolo, la porte-parole du gouvernement, les personnes approuvées par les autorités rwandaises bénéficieront d'une formation professionnelle, de soins de santé et d'une aide au logement pour démarrer leur vie au Rwanda. Elle ajoute que 3 d'entre eux ont exprimé le souhait de retourner dans leur pays d'origine, tandis que les 4 autres souhaitent construire leur vie au Rwanda. Elle assure, je cite, que tous bénéficieront d'un soutien et d'une protection appropriée de la part du gouvernement rwandais. Des conseils, des groupes de défense de droits humains comme Amnesty International ont exprimé leurs préoccupations vis-à-vis des garanties juridiques généralement accordées aux migrants. Ce sont notamment ces inquiétudes qui ont conclu à l'échec d'un accord similaire conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda en 2022. Le projet avait été jugé illégal par la Cour suprême britannique et abandonné après l'élection du Premier ministre Keir Starmer. Pour ce projet, le Rwanda avait reçu l'équivalent de 310 millions de dollars. Aujourd'hui, les États-Unis devraient verser une subvention, mais le montant reste inconnu à ce jour. Il a l'habitude de parler haut et fort pour dénoncer la corruption des élites kenyanes. Ce mercredi, le militant a franchi le pas. Devant ses partisans, Boniface Mwangi annonce sa candidature à la prochaine présidentielle en 2027. Notre pays doit être repris en main. C'est mon appel. Mon appel pour que nous reprenions notre pouvoir. Et nous devons agir. Devant des centaines de partisans réunis près du palais présidentiel à Nairobi, il a dénoncé, selon ses mots, un pays brisé et en danger de devenir un État failli. Boniface Mwangi est connu au Kenya. C'est un militant des droits de l'homme et ces 2 dernières années, il s'est distingué par sa condamnation des violences policières. En juin et juillet 2025, plus de 60 personnes ont été tuées dans la répression de manifestations contre le pouvoir du président Ruto, selon les chiffres même de la police. Mwangi paye le prix de son engagement, on ne compte plus ses arrestations et en juillet dernier, il était devant la justice, accusé de terrorisme pour sa participation aux protestations. L'accusation a finalement été levée. Comme la plupart d'entre vous, j'aime profondément ce pays. Et depuis 20 ans, j'ai été à l'avant-garde de la lutte pour un meilleur pays. Et chaque fois que nous descendons dans la rue, ils nous repoussent. Ils nous qualifient de militants stipendiés. Ils nous appellent hooligans. Ils nous traitent de terroristes. Mais nous ne le sommes pas. Nous sommes tous des patriotes et nous voulons un pays meilleur. Boniface Mwangi est un des plus féroces critiques du président William Ruto. Et en 2027, il devra l'affronter dans les urnes. Celui-ci a déjà annoncé qu'il comptait briguer un 2e mandat. L'un des rares moments de répit dans la vie de ces réfugiés soudanais, la préparation de l'ambaz, un plat du pays à base de farine de millet et de maïs. Ces hommes et ces femmes utilisent une cuisine publique d'El Fasher, cette grande ville du Darfour, la dernière à ne pas être tombée entre les mains des paramilitaires FSR. À l'heure de ce rare repas, ces Soudanais expliquent l'enfer qu'ils vivent ici. Cette communauté d'El Fasher est aujourd'hui confrontée à la catastrophe de la famine et à d'autres désastres. Nous avons actuellement du mal à obtenir de l'eau potable, ainsi que des sanitaires, afin de maintenir la propreté de notre environnement et d'éviter la propagation de maladies et d'épidémies telles que le choléra. El Fasher, environ 1 million d'habitants estimés, est assiégé par les FSR depuis mai dernier. La nourriture est limitée, certains camps de déplacés ont déjà été officiellement en situation de famine. Le choléra a tué plus de 40 personnes en une semaine début août, du jamais vu depuis des années. Les FSR du général Mohamed Daglo sont à l'œuvre. Maladie et faim sont les conséquences des bombardements et des attaques sur les civils. Ce week-end, un des derniers hôpitaux de la ville a vu un obus s'écraser sur les services d'urgence. Les exactions s'empilent chaque jour. Alors des réfugiés fuient encore et toujours ici, c'est Tawila, à 60 km de la ville vers l'ouest. Des femmes s'y retrouvent, laissées pour compte, et les témoignages décryptent les crimes des paramilitaires. Les FSR nous ont fait fuir d'El Fasher.
Et nous nous retrouvons ici à Tawila. Ils nous ont attaqués plusieurs fois sur la route. Ils nous ont épuisés. Ils nous disaient « Où sont les armes? Où sont vos hommes? Vous êtes des esclaves. » Ils ont tué des gens juste devant nos yeux. Ils ont pris des filles devant nos yeux et les ont violées. Dans l'hôpital de fortune de Tawila, monté par les Nations Unies, les femmes à la peau sur les os restent allongées dans l'attente de médicaments. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes dans le pays. Et les discussions ne donnent rien. Sur ces images, le général de l'armée régulière montre sa tranquillité, lui qui a repris Khartoum en mars. En juillet, il visitait Moussawarat et ses ruines en Nubie, au nord-est du pays, sans un mot pour une paix quelconque. Nous renouvelons notre engagement à poursuivre la lutte pour la dignité, à vaincre la rébellion et à ne faire aucun compromis ni aucune réconciliation, quel qu'en soit le prix. Lui ne paye pas le prix, ce sont les civils qui le font. Selon l'ONU, le conflit a provoqué la pire crise humanitaire au monde. 2 ans et demi de guerre, plus de 12 millions de déplacés, des dizaines de milliers de morts, désormais le choléra et la famine. Les mots récents de la procureure adjointe de la Cour pénale internationale aux Nations Unies font froid dans le dos. Le viol et la violence sexuelle sont utilisés comme des armes. Les enlèvements pour obtenir une rançon ou pour renforcer les rangs des groupes armés sont devenus une pratique courante. Et pourtant, il ne faut pas se faire d'illusions. La situation peut encore empirer. Sur le terrain, elle semble en effet empirer chaque jour dans le Darfour et aux alentours d'El Fasher.